Alors, oui, il y a quand même une question qu'on se pose massivement aujourd'hui et que Fortunati n'aborde pas, c'est la question des violences sexistes et sexuelles, qui aujourd'hui tympanise le débat public sur la question. L'enjeu féministe aujourd'hui, on a l'impression que c'est réduit à Ouais, absolument. la question des violences sexistes et sexuelles. Et alors, la moindre affaire de violences sexistes et sexuelles envahit le débat médiatique. Affaire Quatennens, par exemple, une gifle à la maison. Et alors, c'est la grande conversation nationale pendant des semaines et il faudrait quasiment abolir le groupe politique organisé parce qu'il y a eu donc cette affaire de violence à la maison. Moi, ce qui m'interroge, c'est à la fois l'absence totale de la moindre considération. Ça n'existe pas. C'est pas qu'il n'y a pas de violence, mais il y a une violence d'exploitation permanente. Mais c'est par exemple la question du harcèlement physique ou du viol ou des violences physiques. C'est pas les termes dans lesquels elle analyse du tout l'oppression des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça à l'époque, évidemment. C'est présent, mais c'est pas dans les termes dans lesquels elle l'analyse. Comment on peut expliquer aujourd'hui l'invasion du débat féministe par, je dirais même le monopole du débat féministe par la question des VSS. Est-ce que ce serait parce que, s'agissant de notre exploitation dans la sphère domestique, on s'en est à peu près sorti au sens où ça a évolué dans le sens d'une égalitarisation des tâches. Maintenant, on partage quand même mieux avec nos partenaires masculins. Les chiffres sont quand même un peu Ah plus ouais, pessimistes les chiffres de sont ça, pas bons du tout. crois. Ah bon, Je crois en d'accord. 30 ans, ils ont pris 14 minutes par semaine en plus de travail domestique. Ah d'accord, ok. Désolée. Bon, ok, ça ne correspond pas à mon expérience personnelle. Et donc voilà, je me disais, c'est peut-être parce que voilà, il y a moins d'exploitation dans la sphère domestique et du coup, le débat se déplace sur d'autres violences, notamment des violences qui ont lieu un peu plus dans l'espace public. Hein. Le harcèlement de rue, par exemple, a aussi beaucoup hanté le débat public. Enfin bref, comment ça s'explique cette évolution du débat? On n'est plus tellement dans le débat public sur la question de l'aliénation dans la reproduction, mais plutôt sur la question des VSS. Est-ce que c'est une atrophie du débat, un déplacement, une évolution nécessaire? Enfin, je sais pas, Marie, peut-être vous avez une analyse de ça? Moi, j'ai un peu l'impression que le féminisme est un peu devenu à la mode depuis quelque temps. Je lisais l'autre jour qu'on parlait maintenant de pinkwashing. Et que c'est présent, je pense à Hillary Clinton par exemple, Ouais. ou à la femme de Trump, qui sont présentées dans certains médias comme féministes. Ouais. Donc comme si cette catégorie de féminisme, déjà très diversifiée en son sein, maintenant comprend des discours que moi j'ai du mal à qualifier de féminisme. Oui, c'est ce qu'on appelle le féminisme libéral, non? Oui, ou néolibéral. Ouais. Et je me demande, là c'est une hypothèse, si cette question, cette focalisation sur les violences sexuelles ne dérive pas de ce type de féminisme-là, donc qui gomme ou qui ne parle absolument pas de la question économique ou politique, mais qui va parler de questions de mœurs ou de questions de droit. Et c'est un peu dans ces questions de droit et de mœurs qu'on essaie, je trouve, de cantonner le féminisme depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais c'est une hypothèse. Ouais. Morgane, avec cet air désolé que tu s'agissant de cette question. Oui, parce que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. C'est que j'ai lu plein de choses féministes qui parlaient plein de choses géniales. Dolores Hayden sur la grande révolution domestique, comment organiser les villes pour justement remettre cette question de la reproduction au centre des choses. Enfin, il y a plein de choses à penser. C'est vrai que cette réduction du féminisme à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est quelque chose qui me désole profondément, déjà en termes de réduction de nos imaginaires politiques, de nos perspectives. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Est-ce qu'on veut juste des mecs gentils? Voilà, c'est ça notre perspective, on veut des mecs gentils. Bon, et ensuite, je pense que si ça a un tel succès, c'est parce qu'il y a plusieurs intérêts qui convergent. Il y a déjà, en France, en Occident, un gros intérêt raciste. Cette question des violences sexistes, elle est beaucoup arrivée d'abord, avant d'être... Qui parlait dans les médias il y a 20 ans des femmes violées, c'était ceux qui parlaient des meufs qui étaient victimes de tournantes dans les banlieues, des meufs en Afghanistan, etc. Donc des choses qui ont été analysées par Sarah Faris dans
dans ses travaux sur le fémonationalisme, comment cette figure de la femme victime de violence va servir des politiques néocoloniales, des discours racistes, etc., sous prétexte que le principal danger pour ces femmes, ce serait les hommes non blancs, pour ces femmes en tant que telles, mais aussi évidemment pour les femmes blanches qui sont menacées. Et ça, c'est des choses qui ont été vues aussi dans l'électorat féminin, blanc, pour Trump, etc. etc. Ouais. Donc il y a cette question voilà, qui permet de faire vivre les idées racistes. Ouais. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la réconciliation de classe sur le dos des hommes violents. Alors, je ne dis pas sur leur dos comme s'ils étaient victimes, attention. Oui. Hein. C'est-à-dire que les femmes prolétaires et les femmes bourgeoises se remettent ensemble par-dessus leur divergence d'intérêt social contre pour la violence masculine. Et du coup, moi, je pense qu'il y a une grave erreur à la fois théorique et stratégique qui est faite dans le fait de mettre sur un même pied d'égalité la violence des hommes prolétaires et la violence des hommes bourgeois. On fait comme si ces deux types de violences, parce qu'elles sont commises par des hommes, finalement, comme si le déterminant homme était supérieur aux choses qui séparent pourtant ces hommes en termes de race ou de classe notamment, et comme si la violence bourgeoise avait la même incidence, la même fonction que la violence prolétaire. Alors le problème, c'est que quand on dit ça, du point de vue de la victime, effectivement, c'est très compliqué à entendre. Évidemment. Une femme victime d'une violence, elle s'en fout un peu de savoir si le mec qui la viole ou la harcèle est un bourge ou un du point de vue de la victime, évidemment. C'est compliqué. Mais là où je pense que le mouvement féministe fait une erreur, c'est qu'il se place non plus dans une position de combat. Ouais. Et on a une stratégie, on regarde ce qu'il en est, on regarde ce qu'il en est subjectivement, matériellement, et à partir de là, on pense une stratégie. Mais il se place sur le terrain moral, victime, donc droit, avec toujours... la seule manière d'agir contre la violence, c'est le droit, c'est l'État, c'est le recours à l'État en tant qu'État protecteur des victimes, en tant qu'État qui va taper sur les doigts et enfermer en prison, si possible, le plus longtemps possible, les hommes violents. Et du coup, il n'y a pas vraiment de pensée finalement de mais d'où vient cette violence. Quand nous répondons, c'est la masculinité. Mais qu'est-ce qui définit la masculinité ? Qu'elle est violente. Et c'est toujours cette rengaine, les hommes sont violents parce qu'ils ont des hommes et c'est pour ça qu'ils sont violents. Qui n'est pas une réponse satisfaisante, qui ne permet pas de dessiner de perspectives stratégiques. Et en fait, c'est l'hypothèse du patriarcat qui est derrière ça. Finalement, les hommes sont violents parce que c'est des hommes et c'est quoi un homme ? C'est la violence. Du patriarcat comme c'est une espèce une certaine indépendance du patriarcat, qui sortirait... avec l'idée un petit peu d'une histoire très linéaire. C'est-à-dire de tout temps les hommes ont été violents, mais grâce au féminisme aujourd'hui, on les éduque, on prend conscience des violences, comme si les femmes au XVIIe siècle qui étaient violées n'avaient pas conscience qu'elles étaient victimes de violences. On a l'impression que c'est un truc, finalement, que s'il y a de la violence, si on va vers la fin de la violence, c'est parce qu'il va y avoir une prise de conscience et qu'il va falloir éduquer les hommes. Et donc c'est là où le but du féminisme, c'est de rendre les hommes gentils, ce qui est quand même une ambition assez pauvre. Et qui coupe du coup complètement ces analyses du contexte économique, comme si finalement il y avait une économie circulaire des violences masculines. Alors oui, on sait que quand on est précaire, c'est plus difficile d'échapper à un mari violent, etc. Mais bon, ça reste à un niveau très ponctuel finalement. De temps en temps, le système économique intervient et influe les violences, mais comme si ce système de production de violences masculines était autonome finalement. Et on ne parle pas de la manière dont le système capitaliste produit des vulnérabilités aux violences également, produit des formes de masculinité prédatrices, toxiques, etc. On veut envoyer les hommes en prison, mais on oublie de dire que la prison, en termes de formation à la masculinité violente, c'est quand même une belle école. Et du coup, on pense trouver des solutions souvent dans les institutions qui sont elles-mêmes créatrices des conditions
qui rendent les femmes vulnérables en les assignant à une dépendance économique et en utilisant les moyens répressifs qui sont, du coup, pour le coup, producteurs également de reproduction de violence. Donc là où, à partir de la question des violences, on pourrait vraiment penser la nécessité, une nécessité révolutionnaire, finalement, on en fait un point d'appui à des politiques très réformistes qui vont juste demander un petit peu plus d'argent pour les associations, en renforçant aussi la dépendance du mouvement féministe à l'égard de l'État. Il y a eu des travaux là-dessus sur comment, Pauline Delage, je crois, c'est de ça qu'elle parle, l'institutionnalisation de la cause des violences faites aux femmes va aussi transformer profondément le mouvement féministe en lui faisant perdre de sa combativité, quoi. Subversive. Parce que face aux violences, on voit que l'État comme sauveur suprême.